Donc, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire où on va parler de diversification et de réduction d'impôts au travers des actifs tangibles qui sont les forêts et la viticulture avec un partenaire historique, France Vallée. Laurence Farin va nous accompagner à ce sujet-là, qui est une directrice de chez France Vallée. Donc bonjour Laurence. Bonjour Nicolas, bonjour à Alors, tous. bonjour. Est-ce que qui est France Vallée? Alors, dans ta présentation, j'ai vu que tu mettais les risques. On va essayer de parler des risques et des avantages et des inconvénients des produits au fur et à mesure. Donc, on peut dérouler par qui est France Vallée, ce que vous faites, et puis après, on va voir un peu votre offre et le contexte. D'accord. Effectivement, oui, avant de parler de ce qu'on fait et finalement ce qui nous définit, c'est un peu le cheminement qu'a parcouru la société. En fait, France Vallée, c'est une société de gestion, comme il en existe plein pour démocratiser des classes d'actifs qui seraient pas forcément accessibles au grand public. Alors, on peut penser à l'immobilier de bureau, enfin ce genre de choses, les portefeuilles d'actions diversifiés. Donc, on a des SCPI, on a des OPCVM qui nous permettent justement d'accéder à ces portefeuilles diversifiés et investis dans une multitude d'immeubles de bureaux qu'on pourrait pas s'offrir en tant que particulier. Et donc l'idée à la base, c'était de se dire que en matière de foncier, il y avait en quelque sorte un trou dans la raquette parce que autant effectivement il y a tout un tas de classes d'actifs qui sont accessibles, mais celle qui finalement est presque ancestrale, le foncier, notamment la forêt, eh bien c'était pas si simple d'y accéder. Et donc on a fait ce constat à l'origine, on a pu constater qu'effectivement c'était difficile d'accès déjà pour des questions de budget, parce que quand on parle d'une forêt, on parle pas du petit bout de bois qui fait 1 ou 2 hectares que tout le monde peut s'offrir et qui vaut rien et au final qui ne prendra jamais de valeur. Là on parle de grandes forêts d'exploitation de plusieurs centaines, voire parfois milliers d'hectares. Et donc ça vaut plusieurs millions, voire dizaines de millions d'euros. Donc c'était pas forcément accessible. Imaginons j'ai un portefeuille bien garni, et bien malgré tout, ce sont des marchés qui sont très très fermés. Le marché français est très très morcelé. La forêt française est très morcelée. Et les grandes forêts valent très cher. Et souvent les forestiers plaisantent en disant qu'on a connaissance d'une belle forêt à vendre une fois qu'elle est déjà signée chez le notaire. Alors ça paraît un peu caricatural, mais finalement c'est assez proche de la réalité. Et alors imaginons, même si j'ai un portefeuille bien garni, j'arrive à accéder à cette forêt. Et ben derrière, malgré tout, je peux pas faire n'importe quoi. Une forêt, c'est vivant, ça se gère, il y a des règles d'exploitation qui sont drastiques et c'est ça qui fait que finalement cette classe d'actifs jusqu'à maintenant, c'était l'apanage des grandes fortunes, des grands propriétaires terriens. Et quand nous, on achète des forêts, concrètement, c'est à eux qu'on les achète. On a déjà acheté une forêt dans la succession d'Olivier Dassault, par exemple. On a acheté la chasse Vuitton. On achète des forêts, justement, qui étaient détenues par des grandes familles, historiquement, depuis des siècles. Et donc, le but, c'est de démocratiser ce type d'actifs et de les nicher dans des véhicules collectifs et de les proposer clé en main. Et quand je dis clé en main, c'est avec une diversification géographique, c'est avec une mutualisation du risque, c'est avec une gestion professionnelle, c'est avec une liquidité organisée et c'est avec potentiellement, ce qui ne gâche rien, quelques avantages fiscaux. Donc voilà ce qu'on fait. Alors, sans forcément rentrer dans le détail de la société, donc France Vallée aujourd'hui, on gère 4,4 milliards d'actifs, on est 43 collaborateurs. Alors dans les actifs sous gestion, on a 2 activités. Hein. La partie foncière représente qu'une seule partie, mais au final, on a déjà acheté 46 000 hectares et on travaille avec 90 partenaires d'exploitation. Et tout ça, pour moi, ce sont les données les plus importantes, les 46 000 hectares, les 90 partenaires d'exploitation et les 400 forêts qu'on a déjà en portefeuille, parce que finalement, c'est ça notre plus grosse valeur ajoutée. Acheter des forêts, on va le voir, on est sur un actif qui est cantonné, c'est pas forcément la partie la plus simple. Et notre plus grosse valeur ajoutée pour les investisseurs, c'est tout ce travail, c'est tout ce réseau qu'on a tissé depuis plus de 10 ans aujourd'hui et qui nous permet de sourcer, par exemple, si on prend notre GFI Patrimoine que je vais évoquer tout à l'heure, de sourcer parmi les plus belles forêts qui ont été mises en vente ces 10 dernières années. Et c'est ça finalement notre plus grosse valeur ajoutée, et d'être un des acteurs pionniers en termes de démocratisation de cette classe d'actifs et majeur sur ce marché, que ça soit historiquement ou que ça soit par rapport à notre pénétration de ce marché où on est extrêmement présent. Alors, ce que je vous propose, c'est de rentrer directement dans le vif du sujet. Quand on parle de fonds,
Quels sont-ils? Alors, je vous ai parlé de forêt notamment, mais la réalité, c'est que quand on parle de foncier, on peut parler de beaucoup de sortes de fonciers et on en travaille 2, bientôt 3. Je dis bientôt parce que le fonds n'est pas encore disponible. Ça fait des années qu'on essaie de mettre en place un fonds agricole et on est proche de l'atteindre et donc du coup, ça nous permet d'avoir quelque chose, une information un peu en avant-première. Alors d'abord, on a les investissements forestiers. Vous allez me dire, mais pourquoi vous en avez fait plusieurs? Bah oui, alors ça, comme je vous l'ai dit, comme on va chercher différents avantages fiscaux, et ben chaque avantage fiscal a sa contrepartie. On n'a pas un avantage fiscal automatiquement, gratuitement, et donc du coup, nous, on a des contraintes en termes de montage de fonds. On ne peut pas avoir tous les avantages fiscaux. Par exemple, si on parle de la transmission, il faudra un GFI d'un point de vue structurel et il faudra un fonds franco-français. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, si on va chercher uniquement de la réduction d'impôts, par exemple. Donc voilà pourquoi on a différents produits. Donc tout dépend de votre profil, évidemment. Votre conseiller en gestion de patrimoine est là pour vous accompagner, pour justement choisir le fonds qui est le plus adapté à votre profil. Après, on a également cherché à démocratiser l'investissement viticole exclusivement en Champagne pour l'instant. Le champagne nous intéressait pour différentes raisons, justement, qu'on va évoquer un petit peu plus tard dans la présentation. Et aujourd'hui, on essaie également de proposer de l'agricole. Alors, sachant que l'agricole, on est quand même sur quelque chose de potentiellement très vaste. Alors, c'est uniquement en France. On vise une diversification en termes de sous-jacents, plutôt des exploitations en cours de création, de l'installation de nouveaux exploitants. Donc, voilà ce que l'on vise côté agricole. Alors, je vais vous parler un petit peu plus, notamment d'investissement forestier. On pourra pas tout développer de manière égale, donc je vais vous parler un petit peu plus de cet investissement forestier. Alors quand on parle du marché de la forêt, alors l'avantage c'est que tout le monde connaît ce que c'est qu'une forêt, a priori tout le monde en a déjà vu, mais quels sont les fondamentaux du marché? Parce que c'est assez rare finalement qu'on parle de la forêt comme produit d'investissement. Et bien là c'est assez simple en fait, il suffit de regarder l'évolution de nos modes de consommation. Et donc là je vais en quelque sorte enfoncer les portes ouvertes. On voit depuis tout un tas d'années, un tas d'industries qui changent leur mode de consommation pour se tourner vers des matériaux biosourcés. Alors sans aller très loin, on peut penser à la construction qui essaie de moins en moins utiliser d'acier, de béton qui sont polluants pour aller sur des matériaux biosourcés comme le bois, tout ce qui est industrie du chauffage, de l'énergie, tout ce qui est l'emballage, la logistique, le développement du e-commerce qui consomme énormément de bois, carton. Et alors ça, c'est ce qu'on connaît déjà, mais il y a énormément de recherche et développement. Par exemple, aujourd'hui, ils sont en train de regarder comment on peut fabriquer du verre sans avoir à utiliser du sable. Parce que le verre est fait à partir de sable qui est un matériau qui se raréfie. Et donc là, ils sont en train de regarder si on pourrait pas utiliser de la cellulose de bois, au moins pour tous nos écrans, ordinateurs, tout ce qui est digital, etc., portable. Et donc ça, c'est un exemple de développement. Là, on a vu qu'ils avaient utilisé pour la première fois du bois pour construire un satellite. Enfin, on a l'impression que c'est de la science-fiction. Et pourquoi on revient à ce matériau? Parce que finalement, il y a énormément d'essences de bois qui ont toutes des caractéristiques très intéressantes et des matériaux biosourcés. Eh ben, il n'y en a pas des milliers. Et en fait, on voit toutes ces industries, les unes après les autres, qui changent leur mode de consommation pour se tourner vers cette même source de matériaux biosourcés. Et en même temps, faut pas oublier qu'on est sur quelque chose qui est cantonné. Cantonné déjà géographiquement, parce que de manière assez évidente, on va pas planter des arbres dans la mer, on est limité. Cantonné d'un point de vue temporel, parce qu'il faut du temps pour que ça pousse, et cantonné également du point de vue de l'exploitation. C'est-à-dire que même si j'ai une forêt exploitable, je peux pas arriver avec mes gros sabots et tout raser. Je suis obligée de faire des coupes parcimonieuses. Et donc, j'ai une offre qui est intrinsèquement limitée, face à une demande qui ne cesse d'augmenter d'année en année, poussée par une multitude d'industries de manière totalement systémique. Eh ben, c'est le jeu de l'offre et de la demande. Ça crée une pression sur les prix. Et donc, cela explique ce que l'on constate sur le marché, l'évolution du prix de l'hectare de forêt. Alors là, vous allez me dire, mais je comprends pas. Moi, j'étais persuadée que la forêt, ça ne rapportait rien. Alors, on va tordre le cou à quelques idées préconçues. Déjà, quand on parle de rendement distribué, je vous confirme, la forêt, c'est pas du rendement distribué, sauf si vous faites de la bambouserie. Là, vous aurez du rendement distribué. Mais sinon, la forêt telle qu'on la pratique, c'est un produit de capitalisation. La performance, ce matériel, c'est pas de la capitalisation, donc des augmentations de prix de part. Et ensuite, vous allez me dire, ben oui, mais effectivement, là, j'ai un graphique où on regarde depuis 25 ans, on a quasiment les prix qui ont triplé qui ont été multipliés par 3, qui ont triplé. Et donc, c'est pas forcément l'idée qu'on se faisait de la forêt. Eh bien oui, et j'attire votre attention sur une toute petite ligne qui fait toute la différence. C'est la ligne qui se trouve, entre parenthèses, en dessous du titre. Forêt de plus de 50 hectares. Et c'est ça qui change tout. Et en fait,
il faut bien avoir en tête que l'évolution du prix de la forêt dépend essentiellement, en premier lieu, de sa taille. Un tout petit bout de bois qui fait 1 ou 2 hectares, ça ne vaut rien, ça ne vaudra jamais rien, et donc ça n'a aucun intérêt. Sauf que, jusqu'à maintenant, d'où venaient nos sources d'informations sur l'évolution des prix de la forêt? Eh ben, en fait, on l'a à l'écran, c'est la SAFER. Et en fait, la SAFER, qui n'a pas de droit de préemption sur la forêt, mais qui a connaissance de toutes les transactions, donc publie des indices. Dans son indice, il prenait toutes les transactions et il ne faisait pas de différence entre les forêts de 1000 hectares et les forêts de 1 hectare. Sauf qu'il faut savoir que le marché français en matière de forêt est surreprésenté par des toutes petites transactions. Parce que la forêt française est très, très, très morcelée. Donc les grandes forêts sont rares. Donc mécaniquement, les transactions sur les grandes forêts sont très rares. Et donc, une transaction sur une forêt qui fait 1000 hectares avait le même poids dans l'indice qu'une transaction sur une forêt qui faisait 1 hectare, sauf que des transactions sur des forêts qui faisaient 1 hectare, ben, il y en avait beaucoup plus que des transactions sur des forêts qui faisaient 1000 hectares. Donc mécaniquement, on avait une courbe qui mélangeait tout et qui était finalement pas très performante. Mais si on isole uniquement les forêts de grande taille, eh ben on se rend compte, là vous voyez à droite, si vous prenez finalement à l'extrême droite toutes les forêts qui font plus de 25 hectares, eh ben on a quasiment une augmentation des prix qui s'approche des 6%. Et donc ce qui est intéressant, c'est de mettre ça en perspective peut-être avec d'autres classes d'actifs qu'on connaît un peu plus naturellement. Par exemple, si on prend le CAC 40, qui est l'indice peut-être le plus connu en France, eh ben, on se rend compte de 2 choses. Alors, déjà, on a une courbe qui est nettement moins volatile que l'autre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'à-coups, il y a beaucoup moins d'amplitude, qui est beaucoup plus régulière en quelque sorte. Et ça, c'est la caractéristique qu'on mettait toujours en avant sur l'investissement forestier. Quelque chose de stable, de résilient, qui n'est pas corrélé finalement aux autres classes d'actifs, donc qui est très complémentaire. Mais au-delà de ça, au-delà de cette résilience et de cette faible volatilité, ce qui est intéressant de constater, c'est que finalement, en prenant cette base 100 en 98, en regardant l'évolution qui a suivi sur le comportement de la classe d'actifs, eh ben, finalement, la forêt n'a rien à envier au marché boursier. Et si on met ça en perspective avec d'autres classes d'actifs qu'on connaît plutôt bien, que ce soit l'immobilier, les actions, les obligations, eh ben, d'une manière générale, on voit que la forêt a effectivement une faible volatilité. Donc, vous voyez, en bas, on est de l'ordre de 2% de volatilité quand certaines classes d'actifs sont beaucoup plus volatiles. Et à côté de ça, une performance qui est quand même relativement importante. Alors, je vais jamais vous dire qu'on est sur un produit spéculatif, hein, bien sûr. Ce n'est absolument pas le cas. L'investissement forestier, c'est un produit de placement long terme, bon père de famille, résilient certes. On peut en attendre une performance, mais c'est pas de la spéculation. Mais malgré tout, c'est toujours intéressant d'en avoir d'un point de vue pour sa complémentarité, mais également pour sa performance. Alors, quand on parle de performance, il faut savoir que la performance, c'est toujours en rémunération d'un risque. Donc, s'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de performance. Donc, il y a une performance, il y a bien un risque. Et il faudrait presque donc en parler en premier. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas du tout corrélé aux risques qui sont présents dans les autres classes d'actifs. Donc, c'est ça qui en fait un produit complémentaire. Typiquement, la crise des subprimes à l'époque ou la crise du Covid plus récemment, ça n'a pas fait trembler les châtaigniers. Hein. Nous, on était plutôt tranquilles de ce point de vue-là. En revanche, évidemment, la forêt comporte ses propres risques. Et normalement, vous les connaissez déjà plutôt pas mal finalement. Les risques, ce sont les suivants. Donc, la tempête, l'incendie et le risque phytosanitaire que l'on peut corréler au réchauffement climatique. Pourquoi je dis qu'on peut le corréler au réchauffement climatique? Parce que le réchauffement climatique, c'est pas un risque direct sur la forêt. Vous l'avez remarqué, on n'a pas pris 45 degrés d'un coup et les arbres sont pas grillés sous l'effet d'une chaleur insupportable. C'est pas ça. C'est que d'un côté, on a des étés qui sont de plus en plus chauds. Donc, ça a tendance à créer des stress hydriques sur les arbres. Et de l'autre côté, on a des hivers qui sont de moins en moins rigoureux. Et ces hivers avaient le mérite de créer des fortes gelées qui tuaient les insectes. Donc, on avait des insectes, finalement, qui étaient un peu décimés pendant la période hivernale. Et donc, c'est toujours une bonne chose de décimer un prédateur. Or, là, on a des étés chauds, on a des hivers moins rigoureux, et donc, on a des insectes qui prolifèrent et qui s'attaquent à des arbres eux-mêmes fragilisés. Alors, si on rajoute en plus le facteur humain pour avoir un panel complet extrêmement large justement des risques qu'il peut y avoir, faut toujours rajouter un peu la mauvaise graine humaine en quelque sorte. Et en fait, on plante jamais un arbre pour soi, c'est toujours pour les générations d'après. Et donc aujourd'hui, on hérite de forêts qui ont été plantées par les générations précédentes et notamment après-guerre. On avait besoin de matériaux pour la reconstruction et donc ils se sont dit qu'ils allaient valoriser certains territoires qui n'étaient pas en plantant des arbres. Donc, jusque-là, très bonne idée. Sauf qu'ils se sont uniquement intéressés
au débouché. Donc, ils ont choisi des essences qui étaient à même de donner du bois pour la construction en fonction de leur qualité, donc de leur densité, leur imputrescibilité. Mais ils ne se sont pas intéressés aux besoins de l'arbre. Or, un arbre, c'est vivant. De la même manière que vous n'allez pas planter une lavande et un hortensia au même endroit, ou pour ceux qui ne versent pas forcément dans le jardinage, vous prenez un lézard, vous le mettez par 60 degrés sans eau, il sera peut-être très bien. Nous, on ne sera pas au milieu de notre forme. Eh ben, les arbres, c'est pareil. Chaque arbre a sa station forestière de prédilection. Et ils ont planté des résineux, notamment de l'épicéa, en plaine. Sauf qu'un épicéa, c'est quoi? C'est un résineux qui se plaît en altitude, parce que quand on gagne en altitude, on gagne en hydrométrie, on perd en température. Et donc, le résineux, lui, ce résineux, l'épicéa, il est très sensible aux scolites. Et les scolites, elles, sont très sensibles au gel. Donc forcément, l'épicéa qui est sur sa montagne, le temps que la scolite débarque, elle va se prendre une bonne tempête de neige, et donc finalement, il est plutôt protégé. Or, là, on les a plantés en plaine. Donc mécaniquement, années 90, 2000, ça commence à chauffer, les scolites débarquent, et elles tombent sur ce qu'on leur a préparé, tout simplement, buffet à volonté, allons-y gaiement, et là c'est comme le plateau de petits fours, on attaque le premier, puis le deuxième, puis le troisième, et c'est pas que les arbres sont grillés sous l'effet du soleil, pas du tout. C'est juste qu'il y a ces insectes, et alors là, il n'y a pas 36 000 solutions, c'est comme la gangrène, faut couper. Donc, bien évidemment, l'avantage, donc là, je vous ai un peu planté le décor en mode scénario catastrophe. Il va plus y avoir un arbre demain. Alors, je vous rassure, des évolutions climatiques, il y en a toujours eu. Sous Louis XIV, il y a eu une mini période glaciaire. Avant encore, au Moyen Âge, il faisait beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui. La forêt, elle existait avant, pendant, après. C'est juste que la forêt s'adapte. Et donc, ce que la forêt fait naturellement, nous, sous l'effet de l'homme, le réchauffement climatique est plus rapide, mais sous l'effet de l'homme, on peut aussi aider la forêt à s'adapter plus rapidement. Donc, je vous rassure, des réponses, il y en a. Et en fait, pour faire simple, des réponses à ces différents risques, il y en a 3. La première réponse, qui va vous rassurer, qui est plutôt confortable, mais qui, évidemment, nous, en tant que société de gestion professionnelle de la gestion forestière, elle ne nous suffit pas, ce sont les assurances. Toutes nos forêts en France sont assurées contre les risques tempêtes et incendies. Et en Europe, de plus en plus, parce que bon, les arbres, les forêts ne sont pas assurés de la même manière. Par exemple, si on assure, on veut à tout prix assurer une forêt en Irlande contre le risque incendie, c'est pas la priorité. Ils vont nous prendre pour des touristes. C'est pas forcément l'enjeu. Mais en tout cas, toutes nos forêts sont assurées contre les risques tempêtes et incendies, notamment en France. Alors, il faut aussi avoir quelques chiffres en tête. Des incendies, par exemple, qui est le risque le plus effrayant. On existe depuis à peu près 10 ans, on en a connu 2. Un, il y a une dizaine d'années sur à peu près 10 hectares. Et un, l'été où il y a eu tous les incendies, il y a 2 ans, on a eu 30 hectares de jeunes pousses qui ont brûlé. Bon, on était assurés chez Pacifica, on a touché l'indemnité d'assurance. Et alors, je vais être même un peu cynique. En soi, l'incendie, c'est même pas forcément une mauvaise affaire d'un point de vue pécuniaire, parce que quand on replante une forêt, on peut toucher des certificats carbone. Et une forêt incendiée, ça veut dire qu'on replante. Et donc, on pourrait toucher en plus de l'indemnité d'assurance des certificats carbone. Donc, en quelque sorte, presque faire une bonne affaire d'un point de vue purement, encore une fois, purement pécuniaire. Bon, c'est très cynique, donc je referme cette parenthèse, mais tout ça pour dire que les incendies, c'est rare. On en a connu 2, encore une fois. 30 hectares pour le plus important, on en gère 46 000, mais en plus de ça, en termes de chiffres, on est plutôt très bien indemnisé. Les tempêtes, c'est un peu le même sujet. Les arbres tombent, on peut les revendre, on touche l'indemnité d'assurance, donc c'est pas forcément ça le sujet. Donc, c'est confortable d'avoir ces assurances. Mais à notre sens, la vraie réponse, ça commence à la deuxième réponse, c'est la gestion opérationnelle. On n'achète pas n'importe quoi, n'importe où, et ça commence, comme je vous le disais, par les essences. Chaque arbre a sa station forestière de prédilection, donc au moment de l'acquisition, on va être très vigilant à ce qu'on achète. Acheter une forêt avec une essence qui n'est pas dans sa station forestière de prédilection, c'est comme si vous achetiez une forêt, peut-être une maison qui avait un risque de récupérer la mérule. Enfin, c'est aussi bête que ça pour nous. Et donc, c'est juste évident. On va pas acheter ça parce que c'est absolument pas sain d'acheter ce type de forêt. Mais on va le faire au moment de l'acquisition. Mais également, on va regarder si demain, la forêt qu'on achète, on va être capable de l'adapter, de la transformer. C'est-à-dire, comment on fait ça? Encore une fois, on fait ce que la forêt fait tout naturellement. C'est-à-dire que quand on a des évolutions climatiques, l'essence qui devient plus adaptée aux nouvelles conditions se répand, prend le dessus petit à petit et peut-être à raison de 10 mètres par an. Et nous, on va faire pareil. Mais par exemple, si on a une forêt de chênes pédonculés, si jamais on fait un prélèvement un jour,
on va pas forcément laisser la régénération naturelle parce que le chêne pédonculé est une essence qui est très 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 gourmand en eau. Donc on va plutôt remplacer ce chêne pédonculé par un chêne sessile, qui est une autre sorte de chêne, mais beaucoup plus frugal parce qu'il vient plutôt du sud de la France. Et donc de cette manière-là, on va recréer un équilibre en termes de consommation d'eau à l'intérieur de la forêt, mais en plus de ça, les prochaines générations profiteront et du patrimoine génétique de l'essence endémique et du patrimoine génétique de l'essence implantée avec toutes ses qualités de frugalité. Et c'est comme ça qu'on arrive à travailler petit à petit, mais tout ça, ça prend du temps et tout ça, c'est de l'anticipation. La gestion forestière, c'est de l'anticipation permanente parce qu'on sait très bien que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on aura les conditions climatiques qui sont 100, 200, 300 km plus au sud. Et c'est ça, finalement, à mon sens, la vraie bonne réponse qui permet de limiter les risques de manière quand même très, très, très importante. Et donc, après les assurances, la gestion opérationnelle de nos forêts, la troisième réponse, c'est la gestion structurelle, c'est-à-dire tout simplement ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, détenir de la forêt à travers un véhicule collectif, à travers un fonds qui en détiendra non pas une, dans un secteur donné avec une essence donnée, mais qui détiendra une multitude de forêts dans une multitude de secteurs géographiques. Donc voilà les réponses qui sont très importantes justement quand on parle d'un placement. Il faut être conscient des risques et il faut être conscient justement quels sont les garde-fous de ces différents risques. Autre sujet très important, la liquidité. Parce que quand on achète une forêt, forcément, a priori, c'est pas liquide. Si on veut récupérer les capitaux, il faut la vendre, ça peut prendre du temps. Et bien là, vous achetez des parts d'un fonds. Donc finalement, on organise, c'est pas une liquidité qui est garantie, mais on organise une liquidité. Et cette liquidité, elle est organisée à 3 niveaux. Le premier point, c'est que tous nos fonds sont à capital variable. Donc ça veut dire que j'ai pas besoin d'attendre d'avoir un acheteur de mes parts pour pouvoir sortir. Quand je fais une souscription, je fais une augmentation de capital. Et si jamais à un moment je veux sortir, la société de gestion fera tout simplement une réduction de capital, donc va annuler mes parts. Et pour ça, on va utiliser la trésorerie qui viendra en premier lieu des souscriptions entrantes, parce que normalement on achète des forêts avec, si jamais il y a des sorties, finalement on les compense avec les sorties. Et en deuxième lieu, par la trésorerie qu'on a dans tous nos fonds. Il faut savoir qu'à peu près, d'une manière générale, tous nos fonds contiennent à peu près 10% de trésorerie. On ne cherche pas à se surinvestir, on garde toujours cette petite poche de trésorerie parce qu'on sait qu'on a des fonds qui sont notamment utilisés pour la transmission. Et quand on doit organiser la trésorerie à la suite d'une succession, c'est quand même assez confortable de savoir qu'on a des fonds qui sont liquides. Et en l'occurrence, aujourd'hui, la liquidité, on va l'organiser à peu près en 72 heures. Ce ne sera pas toujours le cas, ça pourra peut-être évoluer, mais en tout cas, c'est vrai que depuis notre création, on est capable de rembourser rapidement. Donc, c'est toujours assez rassurant pour un investisseur de savoir qu'il va pouvoir sortir rapidement en cas de besoin. Et le dernier point, c'est que si jamais il y avait plus du tout de trésorerie, plus de souscription, plus de trésorerie dans le fonds, et ben dans ce cas-là, on vendrait des forêts tout simplement et on rembourserait les sortants avec tout simplement l'argent récupéré du prix de vente des forêts. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Alors si on récapitule finalement, l'investissement forestier, quel est l'intérêt de s'exposer à ce marché? Des perspectives positives. Alors vous allez me dire, on a surtout parlé du passé, de toutes ces industries qui se tournent vers ce matériau biosourcé et aujourd'hui qui crée une augmentation des prix. Vous allez me dire, mais ça c'est dans le passé. Finalement, un investisseur, lui, il s'intéresse surtout à ce qui va se passer demain. Si on regarde ce que certains font, il y a un pays qui a toujours tendance à anticiper les choses, c'est la Chine. Alors la Chine, ça fait un moment qu'elle a mis en place une réglementation pour protéger ses forêts de feuillus. En attendant, ils coupent chez les autres, c'est beaucoup plus simple. Mais eux, ce qu'ils visent, alors c'est 2 choses. L'horizon 2050 avec l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré et après les océans, c'est la forêt qui absorbe le plus de carbone. Mais surtout, eux, ce qu'ils visent, c'est la détention de la matière première. Sauf qu'avant, il y avait l'or noir et pour avoir du pétrole, concrètement, il fallait en avoir dans son sous-sol. Mais demain, il y aura l'or vert et l'or vert, pour avoir des arbres, il faut les planter. Et sauf que, comme je vous le disais, on plante jamais un arbre pour soi, c'est toujours pour les générations d'après. Et donc, la détention de la matière première de demain, c'est aujourd'hui qu'elle se joue. C'est pour ça que c'est aujourd'hui que c'est d'autant plus stratégique et qu'on pense que ça va le devenir de plus en plus dans nos économies de demain. Donc, des perspectives positives. 2, une diversification optimale. Oui, avoir 5, 10, 15% de son patrimoine dans des actifs décorrélés de ce qu'on a plus classiquement, ça a toujours du sens, c'est toujours complémentaire. 3, un actif responsable. Ça, chacun voit midi à sa porte, c'est très personnel. Alors, peut-être que pour les plus jeunes, ça va être le côté investir dans quelque chose qui a du sens pour la planète. Pour les plus anciens, ça va peut-être être le côté un peu, chasse, pêche, tradition, on pourrait caricaturer un peu ça, mais il y a toujours une dimension affective à la rigueur liée à la
la forêt. Et ça, tout dépend justement des investisseurs. Mais c'est vrai que cet aspect-là est quand même un enjeu aujourd'hui, que ça soit d'un point de vue économique, mais que ça soit également d'un point de vue écologique et en tant que citoyen finalement. 4, une protection contre l'inflation. Ça, c'était absolument pas un sujet pendant des années. Or, on a bien vu qu'on avait un retour de l'inflation. Or, investir dans la forêt, c'est investir dans du bois. Et le bois est une matière première, et les matières premières ont plutôt tendance à tirer l'inflation vers le haut. Donc, c'est une manière finalement de se corréler à l'inflation, et dans sa version la plus dynamique, celle des matières premières. Donc, c'est toujours intéressant en cas de retour de l'inflation. Les risques, on en a parlé, et la fiscalité attractive selon les clients. Et vous voyez, ça, j'en parle vraiment à la fin parce qu'on est vraiment sur un placement avant d'être sur un objet de défiscalisation. Mais cerise sur le gâteau, on peut effectivement avoir des optimisations fiscales en plaçant sur ces fonds. Et alors là, au final, vous allez voir, c'est très simple, vous allez dire 4 fonds. Alors, tout dépend de ce que vous voulez, sachant que des leviers fiscaux, des avantages fiscaux, on va en avoir 4 qui peuvent être plus ou moins cumulatifs. 1, des réductions d'impôts sur le revenu. 2, une exonération IFI. 3, des abattements en matière de transmission. Et 4, du réemploi de produits de cession. Ça, c'est pour les chefs d'entreprise qui vendent leur entreprise et qui veulent un report d'imposition sur les plus-values. Et en fait, chacun de ces avantages fiscaux a sa contrepartie. Donc, tout dépend de ce que je recherche. Si je veux la transmission, par exemple, il me faut un GFI, groupement forestier d'investissement. Donc, les GFI, c'est que de la forêt franco-française. Il faut que je me limite à la France. Et donc là, ça va être les fonds qui vont être à gauche de votre écran. Donc, soit le GFI patrimoine, si je veux uniquement la transmission, ou alors les GFI forêt en bas, si je veux la réduction d'impôt. Parce que la réduction d'impôt, elle est limitée à 15 millions d'euros par fonds. Donc, en haut, vous avez les fonds de large capitalisation. En bas, vous avez les enveloppes fiscales. Et donc, si je récapitule, on peut avoir un raisonnement en fonction de votre âge, parce que souvent, les objectifs vont de pair avec l'évolution de l'âge. Pour les plus jeunes, on va dire qu'ils veulent juste de la réduction d'impôts, qui commencent à payer un peu trop d'impôts et qui veulent agir. Donc, ça peut être entre 25 et 45 ans, on va dire. Et là, j'ai France Vallée Revenu Europe en bas à droite de votre écran, où je vais viser une diversification européenne, beaucoup plus large évidemment, et où je vais avoir donc un placement, c'est bien un placement, où je vais attendre des objectifs, des perspectives d'évolution bien sûr, et en plus, je vais avoir une réduction d'impôt qui est de 18% au moment de la souscription. Donc tout simplement, si je mets 10 000 euros, j'ai 1 800 euros de réduction d'impôt, de manière très simple. Si je suis un peu plus âgé et que je commence à vouloir anticiper ma transmission, et là, je vais sur un GFI et donc on reste dans les enveloppes fiscales du bas et je vais sur le fonds qui est à gauche, donc le GFI France Vallée Forêt. Là, au moment de ma souscription, je vais avoir une réduction d'impôt de la même manière, mais en plus, donc chaque année, je vais faire mon investissement qui va me permettre d'avoir ma réduction d'impôt et en fait, mes placements vont se cumuler. Et en fait, toutes ces enveloppes fiscales ont vocation à fusionner dans le fond du dessus. Donc à la fin, j'aurai que du GFI patrimoine, j'aurai un gros montant, parce qu'avec toutes les sommes cumulées d'année en année, finalement, j'aurais réussi à accumuler une somme assez significative. Et là, justement, je vais avoir le deuxième effet fiscal, qui est un abattement de 75%, qui va s'appliquer sur la quote-part forestière du fonds. Et donc là, ça me permet, à différents moments de ma vie, d'avoir des leviers fiscaux sur le même placement. Et si jamais j'ai pas besoin de la réduction d'impôt, tout simplement parce que mon plafond des niches fiscales est déjà saturé, ou si parce que j'ai déjà 80, 90 ans, ce que je veux c'est avoir un abattement sur la transmission. Et là, j'ai le GFI patrimoine. Et alors contrairement à tous les autres produits qui permettent d'optimiser la transmission, là j'ai pas de contraintes. J'ai pas de délai de détention avant de transmettre. J'ai pas de condition d'âge. Donc, si j'ai 95 ans, ça fonctionne. J'ai pas de condition de lignée. Donc, si je veux transmettre à des neveux, nièces ou des parfaits étrangers, c'est tout à fait possible. Et donc, c'est ça qui est particulièrement intéressant et complémentaire par rapport à ce qui peut exister, par exemple, pour optimiser la transmission, comme l'assurance vie auquel on pense assez naturellement. Donc voilà quelques exemples de fonds que l'on peut proposer en fonction des profils. Bien évidemment, tout ça, ce choix, c'est avec votre conseiller en gestion de patrimoine qu'il faut le faire. C'est lui qui va vous guider pour vous donner justement le fonds qui est le plus adapté à votre profil. Alors, si on développe quand même quelques exemples, GFI Patrimoine, qui est un peu notre fonds emblématique, vous allez me dire, mais ces GFI, pourquoi j'en ai jamais entendu parler? Parce que c'est très très récent. Cette possibilité, c'est déjà ce fonds, ce statut de GFI n'existe que depuis
fin 2019, et c'est nous qui avons eu le premier, c'est lui qui a eu son, comme vous voyez à l'écran, son visa le 18 octobre 2019. Et en fait, il y a que depuis fin 2019 que cette classe d'actifs forestières est réellement accessible. Et ce qui est intéressant, c'est que vous investissez sur un fonds qui a déjà une performance embarquée, qui a déjà un historique. En fait, vous avez la valeur vénale du fonds, qui est la courbe verte claire sur la partie supérieure. Et nous, société de gestion, on doit fixer le prix de souscription du fonds en fonction de cette valeur de reconstitution. Il ne doit pas y avoir un écart supérieur à 10%. Et donc, vous voyez, on fait des augmentations de prix de part pour suivre la valeur vénale du fonds. Donc là, cet été, on a fait une augmentation de 6,33% parce que on a des forêts qui prennent de la valeur et donc mécaniquement, l'actif doit suivre, le fonds doit suivre et donc on doit faire des augmentations de prix de part. Ce fonds, il détient aujourd'hui plus de 110 forêts. Il va bientôt fusionner d'autres petits fonds. Les enveloppes fiscales, les premières enveloppes fiscales vont être fusionnées. Donc à partir de l'année prochaine, on aura un fonds qui aura dépassé les 550 millions d'euros de capitalisation et qui détiendra plus de 170 forêts. C'est énorme comme portefeuille. Ça n'a jamais existé un portefeuille de forêts françaises aussi diversifié. Et dedans, comme je vous le disais, vous avez parmi les plus belles forêts qui ont été mises en vente ces dernières années. Vous avez quelques exemples sur la droite. Par exemple, vous voyez la forêt qui se trouve en bas à droite, la forêt de la Saucelle, c'est l'ancienne chasse Vuitton. Juste au-dessus, la forêt de Bourg-les-Monts, c'est la forêt de la famille Rohan-Chabot. Si vous versez dans l'histoire, ça vous parle l'affaire du collier de la reine de Marie-Antoinette, en face, c'était le cardinal de Rohan. Voilà, c'est cette famille-là. Et donc, c'est typiquement ce genre d'actifs qui était auparavant vraiment l'apanage des grandes fortunes, des gros propriétaires terriens, des gros patrons d'industrie. Et c'est ça, finalement, qu'on démocratise aujourd'hui. Parce qu'avant, pour avoir ce type de forêt, faut mettre plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est vraiment cet ordre de prix pour s'offrir une belle forêt qui a du sens d'un point de vue patrimonial. Donc c'est pour ça, avant, il y avait toutes ces familles qui s'en servaient comme fonds de portefeuille à travers les décennies, voire les siècles, et en même temps qui leur permettaient d'optimiser leur patrimoine avec quelques menus avantages fiscaux qui ne cachaient rien. Aujourd'hui, c'est ça qui est accessible auprès du plus grand nombre, et comme vous l'avez vu, à partir de 1 000 euros. Alors là, un autre fonds, cette fois qui est européen, donc là, il ne faut pas avoir besoin de la transmission. Ce qui est intéressant, c'est d'aller sur un fonds qui répond à différents marchés, et vous voyez, les pays, il y a certains pays qui ont eu plus d'inflation, et donc on voit bien que la forêt suit l'inflation, parce que dès qu'on a un pic d'inflation sur certains pays, on le voit bien, l'évolution des prix suit. Donc ça, c'est un fonds qu'on a créé après le GFI Patrimoine, qui est un petit peu plus récent, qui a été créé en 2021, et là, qui a même fait sa première augmentation de prix de part, là, justement, très récemment, le 1er novembre. Donc, c'est toujours cette idée que le prix d'achat de la part doit suivre sa valeur vénale. Mais au moins, ça nous permet d'avoir de la visibilité parce qu'on voit bien qu'on a une performance embarquée. Et comme je vous le disais, ce fonds, il peut être investi un peu partout en Europe. Alors, sachant qu'on a des zones de prédilection, vous avez la France, bien évidemment. C'est un fonds qui a vocation à être quand même investi en France, l'Irlande, les pays scandinaves, les pays baltes, la Slovaquie, la Roumanie, qui est le coffre-fort de la forêt européenne. Et puis après, on peut aller de manière opportuniste. Là, on est en train de regarder pour aller en Allemagne. On sera pas tôt sur l'arc méditerranéen. On a des zones d'exclusion, comme en France, on va pas sur l'arc méditerranéen. Là, ça sera pareil. Et donc, le but, c'est vraiment d'aller chercher différents marchés à travers ce fonds. Donc voilà pour ce qui est de la forêt. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire remonter, notamment à Nicolas. Moi, je suis là pour y répondre. Et ça me permet de terminer en vous parlant d'un autre sous-jacent. Alors, je vais passer un petit peu moins de temps, mais il est quand même intéressant. En tant que Français, on peut quand même être fier de notre terroir, et on a un terroir viticole qui est quand même extrêmement qualitatif, avec au milieu de tout ça, un monde à part qui est le monde viticole champenois. Et alors, quand on parle de la Champagne, c'est quand même un monde à part parce qu'il y a des règles très spécifiques. Et notamment, en Champagne, il faut savoir que c'est une toute petite appellation qui fait à peu près 30 000 hectares. Et il y a très très peu de récoltants manipulants. Le récoltant, c'est celui qui cultive la vigne, qui produit le raisin, et le manipulant, c'est celui qui fabrique le champagne. Et souvent, ce sont des récoltants qui n'ont pas assez de surface à exploiter pour produire leur propre champagne, et ils vendent leurs raisins via des coopératives viticoles à des grandes marques que l'on connaît bien et qui produisent le champagne derrière. Donc l'avantage déjà,
c'est quand on achète des terres en Champagne, il n'y a pas besoin de se soucier du plan marketing du domaine ou de quoi que ce soit. Non, le plan marketing, en quelque sorte, c'est la marque Champagne qui est portée par toutes ces grandes marques, par LVMH, par Moët et Chandon, par Veuve Clicquot. Et donc, c'est justement tout ce monde du luxe, en quelque sorte, qui porte le plan marketing de l'appellation. C'est pour ça que c'est en quelque sorte un monde à part. Et en plus de ça, ils ont des règles très particulières parce que, sauf millésime, le champagne, c'est un assemblage de plusieurs années. Et donc, chaque année, en fonction de la consommation pressentie, il y a un arrêté préfectoral qui décide de ce qui sera mis en marché. C'est un peu le communisme, mais en même temps, c'est très efficace parce qu'ils cultivent l'effet rareté. Et en même temps, tout ce qui dépasse, ils le mettent pas à la poubelle. Ils mettent ça dans des cuves thermorégulées. Alors, ça leur permet de faire leurs assemblages, justement, d'année en année, pour avoir toujours le même goût sur certains champagnes, ceux qu'on connaît particulièrement. Mais si jamais il y a une mauvaise année, ça leur sert d'assurance. Et donc, c'est tous ces éléments-là qui sont particulièrement intéressants, justement, en termes de classe d'actifs. Une offre extrêmement limitée face à une demande bah, mondiale, parce que finalement, le vin le plus connu dans le monde, ça reste le champagne. Donc, ça crée un déséquilibre entre l'offre et la demande, avec une offre limitée et une demande très importante, et en même temps, avec des règles qui sont très intéressantes en termes d'investisseurs. Et un des derniers facteurs qui nous intéresse, la cerise sur le gâteau, qui va nous générer les mêmes avantages fiscaux qu'on a pu voir en forêt, c'est le fait que en Champagne, les baux qui sont mis en place, donc on va pas trouver un bail rural classique, on va trouver des baux à métayage. Et le bail à métayage, c'est un bail qui fait qu'on n'est pas payé avec un montant fixe, mais on est payé avec une partie de la récolte que l'on met après naturellement dans le circuit du champagne de vente de raisins auprès des grandes marques via les coopératives viticoles. Mais ça peut paraître un détail, mais c'est hyper important parce que c'est ça qui nous permet d'avoir exactement les mêmes avantages fiscaux que sur l'autre sous-jacent forestier. Et ben là, on va avoir également tout ce qui est réduction d'impôt sur le revenu, exonération IFI, abattement en matière de transmission, ça pas forcément pour ça, et réemploi de produits de cession dans le cadre de l'article 150 0 BTR. Donc, si je veux la transmission, il faut que je sois sur un GF. Alors, en forêt, c'était les GFI. Là, ça va être un GFV. Alors, attention, là, c'est pas tout à fait le même texte de loi. Il y a des délais de détention, 2 ans avant de transmettre et 5 ans pour les donataires ou héritiers. Donc, on conseillera pas forcément ce type de produit pour un client trop âgé. Un client très âgé, on va plutôt lui proposer le fonds GFI Patrimoine, par exemple. C'est ce qui semble plus adapté à son profil. Après, si vous avez besoin de la réduction d'impôt, bah là, ça peut être le GFV, toujours, qui va avoir et réduction d'impôt et transmission, ou alors une foncière champenoise. Donc, nous, c'est notre foncière champenoise numéro 2 qui fait la réduction d'impôt à partir de 1 000 euros. Donc, de la même manière, là, vous avez un taux de 18% de réduction d'impôt. Si je mets 10 000 euros, ça me fait 1 800 euros de réduction d'impôt. Et on a la grosse foncière champenoise numéro 1 qui nous sert pour le réemploi de produits de cession, qui est un cadre fiscal bien particulier, et qui va nous servir de gros vaisseau amiral avec une large diversification en Champagne. Et alors, tous ces fonds, on fait des augmentations de prix de part de manière régulière, c'est-à-dire de la même manière qu'on a vu sur les gros fonds principaux, on fait des augmentations de prix de part parce qu'on doit suivre la valeur vénale des actifs. Alors, la Champagne, en ce moment, c'est moins dynamique que la forêt. La forêt, on a vu le GFI Patrimoine qui a fait une augmentation de 6,33 là cet été, la Foncière Europe qui a fait une augmentation de 5% au 1er novembre. Ici, c'est un peu plus régulier et on a une distribution, ce qu'on n'a pas sur la forêt. Donc, on a une distribution qui est de l'ordre d'à peu près 1% et une augmentation de prix de part qui est de l'ordre également de 1%. Après, c'est une question de goût. Soit vous préférez le champagne, soit vous préférez la forêt. Vous pouvez aussi choisir de diversifier, ce qu'on a toujours tendance à recommander pour pas mettre ses œufs dans le même panier. Ça, c'est très personnel. Et à la rigueur, c'est peut-être une discussion que vous aurez avec votre conseiller qui pourra vous conseiller, vous déconseiller, vous orienter, évidemment, en fonction de vous, de votre propre profil et des caractéristiques de chaque classe d'actifs d'une part et après de chaque fonds d'autre part. Alors, je parle beaucoup, et là, je vois que ça fait pratiquement 3 quarts d'heure que je parle. Est-ce qu'il y a des questions? Non, tu as super bien expliqué. J'étais très en retrait parce que j'avais des problèmes de connexion, mais tu as super bien expliqué. Les deux, trois questions que je voulais te poser, tu les as abordées au fur et à mesure. Donc merci. Donc, le conseiller est là, oui. Tout ce que tu as dit, effectivement, est juste. La diversification, bien entendu, bien définir en fonction de l'âge du capitaine le choix du produit, c'est aussi important et de bien définir ses objectifs, réduction d'impôts, transmission par rapport à l'âge, c'est très important.
La liquidité, elle n'est pas garantie, mais historiquement, on a vu toujours que nos clients, et on a commercialisé au premier fonds, donc on vous connaît depuis longtemps, mais donc vous avez toujours assuré les liquidités sur les fonds, donc on n'a pas de souci là-dessus, mais c'est vrai que la forêt a plutôt le vent en poupe en ce moment. Donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions sur lesquelles vous voulez qu'on revienne brièvement ou pas. Sachez que le produit, vous pouvez souscrire le produit sur le site épargne.boursedirect.fr. Donc c'est un site différent du site Bourse Direct, c'est le site épargne.boursedirect.fr. Donc il faut vous faire un login, une inscription enfin, vous créez un compte sur ce site-là, et après vous pouvez souscrire en ligne le produit. Alors, on a des petites difficultés de PDF avec France Vallée depuis tout le temps, toujours. Donc, on ressaisit. Donc, c'est pas une souscription 100% en ligne, mais on va ressaisir sur l'extranet de notre partenaire votre souscription, et après, vous la signez numériquement aussi. Donc, ça fait une souscription digitale, mais il y a une petite interruption le temps qu'on la ressaisisse derrière chez nous. Et on ne prend pas de frais complémentaires ou supplémentaires sur les groupements fonciers. Euh, les frais, on va parler un petit peu des frais. Dans les groupements fonciers, vous marchez un peu comme une SCPI, c'est-à-dire qu'il y a 10% de frais qui sont inclus dans le prix de la part et qui sont répartis en termes de rémunération à moitié-moitié entre nous, France Vallée et Bourse Direct, et on ne prend pas de frais supplémentaires en plus, comme ça peut exister, ça peut se faire. Est-ce que des frais de gestion très faibles? Alors pourquoi des frais de gestion aussi faibles? Eh ben, effectivement, des frais de gestion extrêmement faibles parce que la forêt, d'une manière générale, c'est pas un produit de rendement, donc on veut pas amputer quelque chose qui n'existe pas. C'est plutôt un produit de capitalisation. Et à côté de ça, on fonctionne un peu au cordeau, c'est-à-dire que par exemple, si vous parlez de la gestion d'un fonds immobilier, de l'immobilier, c'est un temps potentiellement court. Ça demande d'être souvent très réactif, beaucoup plus de gestion. Finalement, la forêt, c'est un temps long, donc on fait pas de bulletins trimestriels, on fait des bulletins semestriels, c'est largement suffisant. En termes de gestion, on travaille sur des plans d'exploitation qui sont des plans trentenaires. Alors, c'est un suivi très important sur le long terme, mais finalement, à partir du moment où c'est mis en place, on déroule. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a mis des frais de gestion les plus faibles possibles pour pas obérer une performance sur une classe d'actifs qui est plutôt déjà en plus sur une logique de capitalisation. Donc, ça paraissait assez naturel finalement de mettre des frais très faibles en termes de frais de gestion. Merci. Est-ce que vous avez des questions à poser? Alors, moi, j'en ai une parce que tu as parlé effectivement du fonds agricole. A-t-on des nouvelles? Parce que oui, Alors, le l'activité fonds agricole. Alors ça faisait un moment qu'on travaillait justement sur cette logique de fonds agricoles pour démocratiser cette classe d'actifs, sachant qu'il fallait déjà faire le tri sur ce qu'on voulait faire, hein, parce qu'entre l'agriculture intensive de l'autre côté jusqu'au bio de l'autre côté, il y avait quand même pas mal de choses qu'on pouvait proposer. On a choisi surtout une agriculture raisonnée, tournée vers de l'installation de nouveaux exploitants. Donc notre fonds vise à 80% de l'installation de nouveaux exploitants, 20% de la consolidation d'exploitations existantes. Et on vise un partage de la plus-value. Et c'est ça qui fait qu'on est éligible à ce statut ESUS qui nous permettrait d'avoir un taux de 25%. Encore faut-il que la préfecture nous donne le coup de tampon. Et en fait, c'est ça que l'on attend. Et on a donné nos perspectives en fonction d'un autre dossier qui a été qui était déposé auprès de la préfecture de Toulouse. Ils ont eu à peu près une réponse en 15 jours. Donc nous, on pensait effectivement en déposant le dossier début septembre que voilà, début octobre, a priori, on devrait l'avoir. Le fait est qu'on nous arrivons fin novembre et qu'on attend toujours le coup de tampon de la préfecture. Donc le fonds est prêt. Dès qu'il aura ce coup de tampon, on aura un taux majoré de 25% par rapport à l'IRPME classique de 18%, mais tant qu'on n'a pas cette validation, on en parle de manière anticipée, mais le lancement officiel n'a pas encore lieu. Donc on reste
en avant-première en quelque sorte. Bon, en Oui, attendant, il faut peut-être mieux privilégier les classes d'actifs déjà disponibles, quitte à peut-être faire une diversification agricole l'année prochaine, hein. A priori, on pourrait avoir encore ce statut ESUS qui nous permettrait d'avoir ce taux majoré, ce qui ne gâchera rien. Et en plus de ça, on a plus de visibilité sur les fonds forestiers. Donc, commencer par un fonds forestier, ça a plutôt du sens. Et l'un n'empêche pas l'autre, hein. Il faut bien commencer par quelque chose. Et aujourd'hui, on investit dans la forêt dans de bonnes conditions. très bien. Et la forêt, alors, on vend historiquement des FIP FCPI, l'accompagnement dans des chaînes d'entreprise, dans des PME, c'est aussi important. On a historiquement vendu plutôt des FIP FCPI et après, quand l'offre de France Vallée est arrivée pour démocratiser l'ancienne offre de la Caisse des dépôts, sur les forêts, on a effectivement foncé dessus parce que sur cet actif tangible et puis les perspectives. Mais il faut aussi soutenir les chefs d'entreprise. J'aime toujours cette classe d'actifs au travers de FIP FCPI, mais surtout de FCPR. Qu'on retrouve aussi sur notre site internet et tout ça, c'est des classes de diversification de votre patrimoine qu'il faut prendre en compte, et l'agriculture, on le voit actuellement, c'est aussi quelque chose à prendre. Il y a des personnes qui en ont cruellement besoin. Donc je pense que votre fonds va être, j'espère, un succès pour les aider, ces Ah bon, on agriculteurs l'espère français. également, c'est le but. Eh ben, écoutez, on va vous souhaiter une bonne fin de journée. Je te remercie, Laurence, pour nous avoir Merci à toi. accompagnés. Et Merci puis à tous pour votre attention. je te retrouve jeudi pour la plénière de Bourse Direct. Merci encore. Avec plaisir. On vous souhaite une bonne journée à tous. Merci, au revoir Laurence. Au revoir.